nous avons donc la chance d'avoir avec nous ce matin Jean-Marc Touzard. Jean-Marc Touzard qui est donc directeur de recherche à l'INRAE, directeur de l'UMR Innovation, et puis qui a surtout conduit et coordonné de nombreux travaux sur ce sujet de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et notamment adaptation de la filière vigne et vin au travers donc des projets La Cave 1 et 2. Donc 10 ans de réflexion autour de ces sujets. Donc Jean-Marc Touzard, on vous propose d'être le grand témoin de cette matinée et de réagir, de nous faire partager vos réactions sur ce que vous avez entendu, des différentes présentations, et puis que vous nous éclairiez aussi sur le rôle peut-être que doivent jouer les filières agricoles sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. C'est à vous. Un grand merci d'être le grand témoin. Je voulais quand même dire d'abord, pour réagir, je fais 2 waouh, c'est bon, 2 waouh et 4 messages issus de toutes les présentations. J'ai vraiment 2 waouh à faire, c'est-à-dire, j'étais impressionné d'abord par le nombre de personnes ici présentes. Quand on a démarré avec Nathalie Hollade, qui est ici présente, quand on a démarré il y a 12 ans à travailler sur la question d'adaptation au changement climatique, c'était sur la filière vigne et vin. Il y avait quelques personnes dans des chambres d'agriculture, individuellement. Il y avait des chercheurs un petit peu, pas divisés, mais éclatés, qui travaillaient là-dessus. À l'IFV, il y avait 2-3 personnes. Voilà, on était très loin. Il y avait beaucoup de climato-sceptiques chez les agriculteurs eux-mêmes dans les premières enquêtes qu'on faisait. Donc là, vraiment, premier waouh, merci, c'est d'être si nombreux. Je ne pensais pas qu'on pourrait être à ce point-là, comme ça. Merci à vous. Et mon deuxième waouh, c'est aussi sur la qualité. C'est-à-dire le nombre, c'est une chose, mais la qualité des interventions, depuis le discours d'introduction de Denis Cartier, que j'ai vraiment apprécié, jusqu'à toutes les interventions, les présentations de démarches. Etc. On a une très très grande qualité, et moi j'apprends beaucoup. Je suis super content d'être ici pour apprendre aussi. Voilà, ça c'était mes 2 waouh, mes 2 remerciements. Et après mes 4 messages. Alors je vais faire un premier message qui est quand même, excusez-moi, un peu alarmiste, éco-anxieux. Parce qu'il y a quand même des choses qui... Voilà. Un deuxième message qui sera au contraire plein d'espoir. Il y a plein de solutions. On l'a montré. Un troisième message qui reprendra beaucoup de choses avancées là tout à l'heure, qui va atténuer un petit peu le deuxième message d'espoir en disant oui, c'est des espoirs, mais sous conditions. Toute une série de conditions, mais qui sont toujours engagées. Et puis le quatrième message, ça sera un message d'espoir sur les conditions pour engager l'espoir. C'est-à-dire qu'en région, en Occitanie, dans la région Occitanie, vraiment, on est dans une région qui a des atouts, dans ses engagements pour faire face aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Voilà, les 4 messages. Donc le premier, je ne vais pas tout développer, mais c'était... notamment par la première présentation, Jean-Michel Soubérou et Julie Baudot, on avait vraiment, on a eu en pleine face le changement climatique, augmentation de température, accentuation de la variabilité, des événements extrêmes, modification des cycles de l'eau. Et puis ensuite, vous avez vu égrener lors de la table ronde, lors des différentes interventions, les multiples impacts qui interagissent sur l'agriculture, sur les agroécosystèmes, sur les cycles végétatifs, sur les bilans hydriques évidemment, et les rendements, la biomasse fourragère, sur la qualité. On a peut-être moins parlé, mais travaillant sur la vigne et le vin, effectivement, c'est un enjeu majeur parce que ça peut bouleverser ensuite les filières. Sur les écosystèmes eux-mêmes, c'est-à-dire que le changement climatique joue sur les bioagresseurs, mais aussi sur les auxiliaires, sur le paysage, sur le fonctionnement même du sol. On a émis l'hypothèse. Il y a tout un ensemble de mécanismes qui entourent la production, l'activité agricole elle-même, qui sont concernés. Il y a les dégâts, évidemment, qu'on a évoqués, et puis liés aux événements extrêmes. Donc tout ça, ça a des impacts sur les économiques, quoi. Là, c'est vrai, ça a été évoqué à la fin, lors du conseil diagnostic, ça a des impacts économiques. Premier type d'impact auquel on pense tout de suite, c'est sur les revenus. Et donc fragilisation des revenus avec des baisses de rendement, des dégâts, des coûts qui augmentent, il faut aller chercher, acheter d'aliments pour compenser des baisses de fourrage, etc. C'est aussi la répétition, évidemment, dans le temps de ces pertes ou de ces revenus qui baissent, donc qui fragilisent l'exploitation. Ça, je pense, ça a été bien évoqué. Derrière ça, un petit peu, c'est évoqué tout à l'heure, il y a l'enjeu de la transmission, la valeur des actifs. C'est-à-dire que le changement climatique affecte aussi le patrimoine, les sols, la valeur même des actifs des exploitations, potentiellement. Et donc, il y a des enjeux
sur la transmission avec deux choses, à la fois la valeur du patrimoine peut être affectée, mais surtout l'attractivité même du métier, quoi. Si on s'engage, si on s'installe pour subir des aléas, s'enchaînent des revenus qui vont être affectés, on a un enjeu énorme sur la transmission et l'installation dans le métier d'agriculteur. Et ça, c'est une dimension économique très forte. Et puis, on a d'autres enjeux économiques qui ont peu été évoqués, qu'il faut avoir en tête, sur lesquels nous on travaille, on commence à travailler. C'est des externalités, c'est-à-dire des impacts au-delà de l'exploitation agricole, de sa transmission, de sa compétitivité. Alors sur les filières, voilà, d'autres organisations sont potentiellement affectées, les coopératives, des organisations d'amont, d'aval, les fournisseurs, etc. Okay. Et puis quand on parle de qualité, alors sur le vin, c'est assez prégnant. Voilà, le changement climatique modifie la qualité, les caractéristiques des vins dans un sens qui ne correspond pas forcément à l'évolution de la demande. Par exemple, des rouges à plus de 14 degrés. Et donc là, on a un effet de déstabilisation sur les marchés. Alors les marchés sont affectés par d'autres déterminants, mais ça bute aussi, ça choque avec d'autres enjeux. Et le changement climatique affecte la construction d'un certain nombre de filières. On peut aussi penser plus globalement aux filières de qualité sous AOP, où le cahier des charges fixe un certain nombre de caractéristiques pédoclimatiques, il y a climatique dans pédoclimatique, et des caractéristiques des produits, des spécificités de ces produits. Le changement climatique affecte potentiellement les relations entre le produit, ses qualités, ses caractéristiques et les conditions locales, quoi, du terroir. Donc il y a tous ces déstabilisations, ces enjeux économiques d'impact sur les filières. Il y a aussi des enjeux à l'échelle des territoires. Et là, on en parle peut-être encore moins. C'est-à-dire qu'il faut, au-delà d'impacts directs qui pourraient être liés à la disparition d'une exploitation, par exemple, il y a des effets de lien entre l'exploitation et son tissu économique local. Et puis ici, il faut réfléchir aux externalités positives auxquelles contribue l'agriculture, qu'on peut évaluer. Hein. Des parcelles de vignes qui jouent un rôle de coupe-feu dans ces rejoints, ça peut s'évaluer économiquement comme en termes de prévention contre les incendies, contre des risques. Donc il y a tout un enjeu économique d'évaluation à l'échelle de territoire des effets du changement climatique qu'il faut prendre en compte en tenant compte toutes ces externalités. Donc ça, c'était mon premier message, un peu pessimiste. On va tous mourir, l'agriculture va disparaître, la compétitivité de l'agriculture régionale, elle est affectée. Oui, si on fait rien, quoi. Hein. Mais, deuxième message, plein d'espoir. Et là, c'est vrai que ça a été irrigué durant toute la journée, et ça sera encore plus développé, je pense, cet après-midi, lors des ateliers. Il y a toute une panoplie de solutions. J'ai noté, la première, c'est évidemment l'information même sur le climat. On a eu beaucoup de présentations sur les outils. Ça, c'est hyper important, parce que pour s'adapter, il faut savoir face à quoi quel phénomène on fait face. Hein. Le matériel végétal, évidemment, ou les races animales, c'est moins évoqué, mais il y a aussi des enjeux. Des questions liées aux pratiques culturelles, aux modes de conduite, avec à la fois sur certaines composantes ou des approches plus systémiques, de conception de ces systèmes d'élevage ou systèmes de culture. La gestion des sols comme clé, et nous, dans le programme LACAB, mais dans d'autres aussi, c'est un des leviers majeurs qu'on met en avant, parce qu'il est gagnant-gagnant sur plein de domaines. C'est l'irrigation de précision, responsable, concertée. Hein. On en a beaucoup parlé dans d'autres colloques, notamment à Montpellier, avec la chaire vigne au changement climatique, au agriculture changement climatique, par exemple. Et puis, on a des éléments qui ont peu moins été abordés en termes de solutions, et sur lesquels nous, on travaille aussi à INRAE. C'est d'abord tout ce qui est post-récolte, tout ce qui est transformation. C'est-à-dire qu'on peut, alors je suis peut-être un peu influencé par la viticulture, mais on peut aussi atténuer ou compenser des effets du changement climatique par des processus de vinification, des enjeux sur la logistique, la gestion du froid, sur la transformation même des produits et leur livraison. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Alors c'est moins dans le domaine des chambres d'agriculture, mais c'est quand même important. Et puis il y a aussi évidemment tout ce qui correspond à des leviers liés au levier de déplacement, c'est-à-dire comment on relocalise, c'était un peu évoqué, hein, comment une façon de s'adapter, c'est au sein d'un même terroir, d'un même bassin, réaffecter l'usage des sols en fonction de productions plus adaptées, des sols plus profonds, différemment exposés, etc. Voire modifier, monter en altitude pour gagner en fraîcheur et trouver d'autres conditions. C'est le cas de ce qui se passe en ce moment dans certains terroirs pour la viticulture. J'ai en tête Terrasse du Larzac, par exemple, ou d'autres. Et puis, il y a d'autres changements qu'on peut aborder ici, c'est les changements institutionnels, organisationnels, les assurances, la réforme du système des assurances, c'est un levier majeur pour l'adaptation, évidemment. La question, au-delà des assurances, d'autres mécanismes de mutualisation, d'entraide qui peuvent jouer,
concrètement, sur lesquels y compris les chambres peuvent avoir un rôle, puisqu'ils peuvent se jouer directement à l'échelle locale. C'est aussi évidemment la modification des cahiers des charges, des choses comme ça, qui relèvent, ou de politique publique, qui relèvent d'innovation et de levier pour l'adaptation. Donc ça, c'était mon deuxième message. Il y a plein de solutions. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, oui, il faut trier, il faut modifier. Effectivement, il y a ensuite toute une série de conditions, troisième message, qui sont importantes. C'est des conditions qui sont vraiment établies dans tous les travaux sur toute la planète qui travaillent sur les questions d'adaptation au changement climatique. Et on verra ensuite, dans mon quatrième message, que la région Occitanie est particulièrement bien engagée dans la mise en œuvre de ces conditions. Mais quand je regarde dans la littérature, un peu en sciences de gestion, en économie, en sciences politiques, quelles sont, et c'est très présent dans le dernier rapport du GIEC, quelles sont les conditions qu'on doit mettre en œuvre, j'en ai retenu 5 plus une sixième, on va dire. La première, c'est l'intégration des solutions. On n'a pas de solutions complètes, mais il y a besoin d'une interaction à la fois fonctionnelle, évidemment, comment combiner pratique, matériel végétal, gestion du sol, organisation de la filière, etc. Donc ça, c'est... Et on est dans la reconception souvent de systèmes, plus que du changement incrémental. Et deuxièmement, ce n'est pas qu'une intégration fonctionnelle, c'est une intégration dynamique qui doit se faire dans le temps. On construit des chemins d'adaptation en planifiant des actions, en essayant de voir comment, avec des boucles d'évaluation qui permettent de revenir sur éventuellement certains chemins qu'on avait envisagés. Donc ça, c'est le premier message clé, c'est le besoin d'intégration. Le deuxième message clé qu'on trouve notamment dans le GIEC, c'est la mise en cohérence des stratégies aux différents niveaux. C'est-à-dire que entre la stratégie, avec cette approche système qui se met en place à l'échelle des exploitations, mais aussi de celle des autres échelles, plus de gouvernance, qui construisent leurs plans avec un certain nombre de catégories d'actions, de types d'actions. Voilà, il y a un besoin réel de mise en cohérence des différentes stratégies aux différentes échelles. Et ça, on peut avoir des dissonances, on peut avoir des cas de dysfonctionnement, de maladaptation, parce qu'on a ces différences. Le troisième point très important, c'est celui de l'ouverture et de la participation. Et ça a été aussi très présent dans plusieurs, y compris dans la présentation sur le sol de mes collègues. On a besoin, on ne peut pas rester enfermé entre agriculteurs, ou d'un côté entre chercheurs, voilà, pour raisonner l'adaptation. C'est ce besoin d'ouverture est fondamental pour des tas de raisons. Parce que d'abord on a besoin de données, de collecter rapidement et de plus en plus de données pour connaître le changement climatique et les solutions. Donc partage de connaissances, plus on est nombreux, etc. La diversité même des personnes qui s'engagent est générateur de plus de créativité. On l'a vécu dans le cas du projet La Cave, avec on a organisé des climatons viticoles, c'est dans des villages viticoles, à Cabrières, à Montpérou, à Murviel. Voilà, on a réuni des viticulteurs avec d'autres acteurs locaux et ont émergé des solutions, des choses géniales, alors souvent qui étaient déjà en cours, mais qui ont pu aller jusqu'à un engagement des acteurs locaux dans la réalisation et la mise en œuvre. Donc un des autres arguments, c'est ça, la participation, ça peut aussi impulser des engagements mutuels d'acteurs. Et puis la participation, c'est aussi être capable de construire une vision commune, de communiquer. Ça suppose, de la part d'organisations agricoles notamment, d'avoir toute une démarche extrêmement proactive pour raconter ce qui se fait, tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est hyper intéressant, quoi. Et donc, construire des récits, on dit des narratifs, qui permettent aux consommateurs, aux citoyens de mieux saisir les enjeux, de se mettre à la place des agriculteurs qui doivent s'adapter, et de saisir les enjeux auxquels répondent les agriculteurs. Une quatrième condition que Denis Cartier a rappelée très judicieusement au début, c'est celle du financement. Tout ça, effectivement, ça suppose certes de l'autofinancement, mais on voit que c'est avec justement les risques accrus, c'est plus compliqué. Donc c'est des financements publics. Pour ça, il faut donc argumenter sur la fourniture de biens publics par l'agriculture pour pouvoir être légitimement, avoir accès légitimement à ces financements. Et puis il peut y avoir d'autres formes de financement, locaux, participatifs. Voilà, on voit des choses qui se mettent en place à des échelles très locales parfois, qui sont très très intéressantes. On parle d'innovation sociale qu'il faut suivre. Enfin, le dernier point, c'était, je pense, au cœur, dans les conditions pour
créer l'espoir, on va dire, donc pour que toutes ces solutions se combinent, aient un impact, c'est celle de l'accompagnement. Et ça, c'est vraiment au cœur de cette journée, accompagnement avec des outils, avec la formation. Je pense aussi au lycée agricole, on a peut-être un peu évoqué, mais puis je vois que dans les gens qui interviennent, on a parlé de jeunes ingénieurs qui travaillent à la Chambre, mais il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles d'ingénieurs. Donc il y a tout un enjeu majeur d'accompagnement. Nous, on parle pour ça de systèmes d'innovation et d'adaptation au changement climatique, d'écosystèmes d'innovation et d'adaptation au changement climatique, c'est à une échelle régionale, être capable de mobiliser, mettre en réseau tous les acteurs qui participent à cet accompagnement de l'innovation et de l'adaptation. Voilà, ça c'était mon troisième message. Et mon quatrième message, c'est de dire, voilà, la région, de ce que je vois, de ce qui a été présenté, de ce que j'observe, des projets dans lesquels je participe, je me rends compte que la région Occitanie est bien engagée finalement dans la mise en œuvre des conditions pour faire naître l'espoir face au scénario catastrophe. Voilà. Et donc, premier point, et c'est Denis Cartier qui l'a rappelé, mais c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est la diversité de cette agriculture. Vous avez en Occitanie une diversité de production, de systèmes de production, de modèles de production, donc avec un climat qui va de la Méditerranée, maintenant Pyrénées-Orientales, c'est quasiment un climat méditerranéen très marqué, à toute une gamme qui va vers des climats plus atlantiques, dans le sud-ouest, mais avec une méditerranéisation, je ne sais pas ce qu'on peut dire, du climat progressif, avec des étés plus secs, etc., des températures plus élevées. Donc cette diversité même de situations d'agriculture, de situations géographiques et climatiques, c'est une richesse finalement pour échanger, pour partager, voilà, donc ça c'est important. Avec aussi du bio, de la qualité, donc des acteurs qui sont très engagés dans ces préoccupations liées à l'environnement, à leur valorisation, qui ont déjà une expérience pour agir et discuter, parler de ces liens au climat et à l'environnement. Le deuxième point qui me semble être majeur, c'est au-delà de la diversité de cette agriculture, c'est l'engagement des acteurs. Alors je ne vais pas les citer, mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe à la Chambre régionale d'agriculture, dans les chambres, voilà, et aujourd'hui, on a une preuve, mais c'est aussi les instituts techniques, on a évoqué les démonstrateurs régionaux, mis en place par exemple par l'IFV, les lycées agricoles, on est contacté à INRAE par les lycées agricoles pour participer à des suivis dans les fermes des lycées agricoles, etc. Donc il y a toute une mise en branle des acteurs du système, les coopératives qui sont vraiment préoccupées, qui s'engagent, les collectivités, depuis les communes, les métropoles, les départements, les régions, toutes maintenant des engagements très forts d'accompagnement sur l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, j'oublie les fournisseurs, j'oublie la recherche. Donc la recherche très engagée, on a des programmes qui se succèdent, et la région évidemment, Occitanie, qui accompagne une partie de ces recherches notamment, et des expérimentations. Donc on a vraiment la construction d'un écosystème d'innovation et d'adaptation en Occitanie, et ça je dis peut-être plus même que dans d'autres régions, à la fois peut-être parce que les enjeux du changement climatique sont un peu plus visibles, plus anciennement visibles, j'allais dire, observables, mais aussi parce que, je le pense, on a vraiment des acteurs qui prennent sur eux, à différents niveaux, avec les différentes casquettes, chercheurs, professionnels, politiques, pour s'engager, et citoyens, pour s'engager là-dedans. Voilà, donc tout ça, c'est très positif, et ça se retranscrit sur les réflexions que vous avez eues aujourd'hui sur le Conseil. Voilà, juste pour terminer, je rajoute quand même une dernière condition. C'est un peu une façon de reboucler sur l'éco-anxiété, mais un tout petit peu quand même, et je suis obligé, pour être sincère. Tout ça, ça va être aussi conditionné par le niveau par le scénario climatique, par le niveau de température moyenne qu'on va atteindre, par le fait de réussir ou non à stabiliser notre climat, ou notre température en tout cas en 2050, ce que prévoit le COP21. Donc c'est vraiment avoir aussi toujours ça en tête, et l'enjeu c'est de jamais déconnecter l'adaptation de l'atténuation maintenant. Si on s'adapte, on fait tout aussi pour atténuer, à la fois pour des raisons morales, pour montrer l'exemple, mais aussi, je pense, ça va jusqu'à faire pression, y compris sur les niveaux politiques. Parce qu'on sait bien, l'adaptation, ça nous concerne, nous, individuels ou collectivement dans une région, et on voit des retours potentiels assez rapides,
hein, on réussit à s'adapter, on en a des bénéfices économiques, etc. Par contre, l'atténuation, ça renvoie à un bien public mondial qui est l'atmosphère, ses caractéristiques, la vivabilité de notre planète. Et là, on dépend de tous les autres. On dépend de la COP28, des Émirats, de la Chine, de l'Inde, des États-Unis. Et là, il faut quand même tout faire, même si on dit on va pas servir à grand-chose, il faut tout faire pour s'engager, pour que tous ensemble, on réussisse à rendre notre planète un peu plus vivable. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marc Touzard. Vous appeliez à la mobilisation de l'écosystème de l'innovation sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique. On peut, juste à titre d'exemple, citer ce que l'on essaye de faire avec les instituts techniques, l'INRAE et les chambres d'agriculture en essayant d'avoir une initiative en région au travers d'une cellule recherche, innovation, transfert pour essayer d'avoir une task force finalement sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique et donc d'accélérer à la fois le transfert de résultats de projets de recherche, mais aussi de faire remonter les verrous techniques que pose le sujet du changement climatique aux agriculteurs vers la recherche. Nous arrivons au terme donc de cette matinée. J'ai une bonne nouvelle, nous sommes à l'heure. Alors, donc déjà, merci à vous de votre attention, d'avoir posé les questions fort pertinentes. Merci aux intervenants, puisque la qualité et le waouh que vous avez exprimé, Jean-Marc, est dû en grande partie à la qualité des intervenants. Et donc, avant d'aller vous laisser aller déjeuner, donc vous avez le buffet dans le hall, je souhaiterais quand même adresser quelques remerciements à l'ensemble, tout d'abord, des agents de la Chambre régionale d'agriculture. L'organisation de cette journée, dont les premières réflexions, premières réunions, Julie me disait que c'était au mois de mars dernier. Donc, vous voyez, 8 mois pour construire une journée comme celle-là. Donc, pour nous, Chambre régionale, ça a été un projet assez fédérateur. Et voilà, un grand merci donc à l'ensemble des agents de la Chambre régionale et aux chevilles ouvrières qui sont au premier rang. Je citerai Sandrine Thibault, Marie Boitelet, Julie Baudot et bien sûr Claire Wengut. Mais la Chambre régionale n'était pas seule, vous l'avez bien noté. Donc l'ensemble des instituts techniques, l'INRAE étaient partenaires de cette journée. Et donc, depuis le mois de mars, réunion après réunion, ils vous ont concocté le programme de cette journée et ont œuvré aussi à la qualité et à ce qu'il soit qualité. Donc, un grand merci à l'ensemble donc de nos partenaires de cette journée. Et je pense qu'on peut également les applaudir. Voilà, donc on a 1h30. Puisqu'on a la reprise des ateliers à 14h. Alors là, les ateliers reprennent à 14h, donc dirigez-vous vers les salles un petit peu avant pour commencer vraiment à 14h. Il y a certains ateliers qui ont mis la barre très haut. La filière élevage a souhaité organiser un truc assez particulier, donc soyez bien à l'heure et voilà, profitez bien de ce moment de repas pour échanger entre vous.